Ce Boeing B-17 est équipé d'un radar, le Varan S, l'un des rares radars imageurs actuels. Ce type de radar développé par le Centre national d'études spatiales devrait, à l'avenir, être installé sur des satellites. L'antenne de faible dimension est asservie en roulis, tangage et lacets. Elle est orientable et permet les visées latérales. La chaîne d'acquisition et de contrôle permet de surveiller le déroulement des opérations et l'enregistrement magnétique des données brutes. Bon, est-ce que tout le monde peut descendre, possible aligner à centrale? L'expérimentation d'un tel radar sur un avion présente deux intérêts, une grande souplesse d'intervention et une excellente résolution au sol de l'ordre de 3 mètres. Placé sur satellite, il permettrait une meilleure répétitivité et une vision plus globale des phénomènes, mais son plus grand éloignement entraînerait une moins bonne résolution. Cette résolution, qui était de 23 mètres pour le satellite CISAT, sera de 30 mètres pour le satellite européen ERS-1. Les principes de fonctionnement du radar imageur, qu'il soit au sol ou dans l'espace, sont simples. La durée de l'aller-retour de l'onde électromagnétique entre l'antenne et le réflecteur indique la distance de ce dernier. Si l'antenne ou la cible se déplace, les modifications de fréquence du signal retour, c'est-à-dire l'effet Doppler, permettent de calculer leur vitesse relative. Les radars installés à terre, qui peuvent bénéficier d'antennes de plusieurs dizaines de mètres, émettent un faisceau étroit qui permet des repérages précis. Les premiers radars aéroportés, eux aussi munis d'une antenne de grande taille, émettaient également un faisceau de faible ouverture. Actuellement, on préfère utiliser une antenne de petite taille, donc à large faisceau. Durant le balayage, chaque point du sol fournit des réponses nombreuses et différentes, fonction de la distance à l'antenne et de la vitesse relative. Le calcul permet d'élaborer, à partir de ces multiples réponses, une image aussi précise que celle que l'on obtiendrait avec une très grande antenne. C'est la technique dite de l'ouverture synthétique. De plus, contrairement au mode de télédétection visible ou proche infrarouge, le radar permet d'opérer de nuit ou par forte couverture nuageuse. L'intensité du signal retour dépend des caractéristiques de la cible. L'eau calme et plane d'un lac apparaît en sombre, car l'essentiel de l'énergie émise se réfléchit comme sur un miroir, donc sans retour vers l'antenne. Mais en général, l'onde émise par le radar est diffractée au sol et une partie de l'énergie rétrodiffusée est à nouveau reçue par l'antenne. L'intensité du signal retour est liée à la rugosité du sol et à la longueur d'onde du rayonnement émis. Ainsi, ce sol formé de blocs apparaîtrait rugueux aussi bien pour le radar Varan, de longueur d'onde 3 cm, que pour le radar CISAT de longueur d'onde 23 cm. Mais un sol constitué de cailloux de 2 cm serait rugueux pour Varan et lisse pour CISAT. Il est donc essentiel de mesurer in situ la granulométrie pour interpréter les images radar. Sur les images CISAT de la baie d'Audierne, les plages de sable, lisses en regard de la longueur d'onde utilisée, apparaissent noires, tandis que les zones rocailleuses adjacentes apparaissent claires du fait de leur fort pouvoir de rétrodiffusion. De plus, le radar révèle les effets de houle, de vents et de courants qui déforment la surface de l'océan. Dans les régions montagneuses, l'image radar est essentiellement modulée par les reliefs. Les faces orientées vers l'antenne renvoient beaucoup d'énergie et sont donc très claires sur les images. Les autres faces sont plus sombres, voire noires, lorsqu'elles sont dans l'ombre du faisceau radar. Ce phénomène est bien visible sur cette image CISAT de Sardaigne.
Les zones surbrillantes sont les images des pentes orientées vers le radar, la surbrillance s'accompagnant d'un rétrécissement dû au mode d'imagerie basé sur la distance. Les points subparallèles aux surfaces d'onde, ayant tous des distances à l'antenne très voisines, sont presque confondus sur l'image. Ces pentes apparaissent alors sous forme de bandes très intenses, plus étroites qu'en réalité. Les zones situées à l'ombre du faisceau radar ne réfléchissent aucune énergie. Elles sont figurées en noir. Autre caractéristique inhérente à ce mode d'imagerie, le phénomène de speckle est ici bien visible. Il s'agit d'un scintillement aléatoire dû à la nature cohérente de l'onde électromagnétique utilisée. La télédétection radar peut certes permettre d'observer la surface d'autres planètes, mais actuellement ses applications les plus courantes concernent notre Terre. Au CESR, à Toulouse, les données Varan multipolarisation sont utilisées pour discriminer les cultures et suivre leur croissance. Sur cette image, prise en polarisation verticale, nous voyons ici des champs de blé en sombre, mais également des champs de riz en sombre. Il est donc difficile de séparer champs de blé et champs de riz en utilisant cette seule polarisation. Prenons maintenant une autre polarisation. La polarisation horizontale. Nous voyons maintenant très bien différence entre champ de blé en sombre et champ de riz en clair. Donc, séparation entre champ de riz et champ de blé. Par contre, nous confondons maintenant champ de tournesol et champ de riz. Toutes ces ambiguïtés peuvent être levées en utilisant les deux polarisations à la fois. Nous voyons maintenant apparaître les trois grands types de champs. Champ de blé en sombre, champ de riz en très clair et champ de tournesol en jaune clair. Ces résultats vérifient les études théoriques sur l'interaction entre l'onde radar et les couverts végétaux. En juillet, le blé est sec. Il est transparent à l'onde radar. Sa faible rétrodiffusion se traduit par des plages sombres sur l'image. Par contre, le tournesol est en pleine croissance. Sa rétrodiffusion est forte et donne un ton clair. Là aussi, la